Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la France et pour vous parler de la discussion entre Français. Pour cela, j'ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre le peuple dans lequel nous vivons et dont vous faites partie. Ce petit texte s'appelle Discussion entre Français. Et c'est un texte d'actualité aussi. Dans les discussions entre Français, dont le but est le plus souvent d'asseoir la dominance d'un individu et de créer une hiérarchie sociale, il est important pour t'imposer de signaler que tes propos se basent sur des études randomisées, des méta-analyses et possiblement sortir 2 ou 3 sources pour te rendre encore plus crédible. Bien sûr, dans cette joute verbale, il n'est pas fondamental que les études existent ou correspondent vraiment à ce que tu racontes. De toutes les façons, personne n'ira vérifier leur véracité. Et si elles existent, personne n'aura le niveau intellectuel pour les comprendre. Il en va de même pour les sources que tu auras citées, que personne n'ira vérifier. Enfin, pour gagner ta place de leader dans ton petit groupe de connards et ta secte d'abrutis, n'oublie pas de rajouter quelques moqueries, accompagnées de sourires narquois, pour finir d'humilier et d'écraser ta concurrence de pauvres types. Voilà, alors c'est un texte un peu acide sur la façon dont les Français discutent, mais qui décrit parfaitement la triste réalité de notre pays qui est exacerbée par les réseaux sociaux. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai vécu ça, moi qui suis plutôt scientifique et très terre à terre et logique. J'argumente toujours quand je développe une idée pour pouvoir l'imposer et la faire comprendre plus simplement, en attendant parfois des réponses, des compléments de réponses des gens qui pourraient valider ce que je dis par du factuel ou l'invalider par des exemples prouvant que je n'ai pas dit quelque chose qui était juste, ce qui est la discussion classique. Mais là, malheureusement, les Français ne sont pas dans une recherche de connaissance ou de consensus, ils sont dans l'opposition entre individus, non pas pour faire émerger une vérité, mais pour asseoir sa place de petit leader et pour dire qu'on a raison. Mais c'est pas parce que tu dis que tu as raison que cela est la vérité, malheureusement. Alors, j'ai été sur une chaîne, euh, une chaîne, euh, une chaîne de, un peu de drama, une chaîne qui aime opposer les gens. Et moi, j'y étais allé parce qu'il parlait de Dieu. Alors, je dis, tiens, ben, j'ai fait des livres là-dessus qui parlent de l'évolution humaine et de l'émergence de la spiritualité liée à notre structure physique et au monde dans lequel nous évoluons. Et on parlait de la religion, et je disais que la religion s'était imposée. Alors j'avais expliqué le développement de la religion, hein, qui part de la spiritualité donnée par la capacité de concevoir l'esprit sans le corps qui est donné par le langage, donc par les notions de temps que les hommes ont dans leur langage. Hein. Bien sûr, tous les animaux ont des notions de temps, puisqu'ils préméditent des actions, mais ils n'expriment pas la préméditation dans leur langage. Alors j'avais expliqué que tout ça menait à la religion, puis la religion avait aussi cette faculté, quand tu es capable de parler du futur, tu es confronté au mur de la finitude, donc à la mort, et la religion peut te permettre de concevoir l'esprit sans le corps et de te rassurer. Donc la religion, j'expliquais que la religion avait une fonction pour rassurer les hommes face à la mort, mais elle n'a pas que ça, hein. Elle relie les hommes par des lois, des interdits, des réglementations et des croyances qui leur permettent d'être plus unis, plus forts pour se reproduire et pour aller chercher l'énergie et s'imposer parmi les autres groupes d'hommes. Voilà. Mais j'expliquais que cette religiosité, cette religion, cette croyance te permettait aux gens qui y croyaient d'être calmés face à la finitude, face à la mort, en espérant une vie après la mort par la possibilité qui a donné le verbe de concevoir l'esprit sans le corps, donc la possibilité peut-être après le pourrissement
du corps, hein, la mort, quoi, d'avoir cet esprit qui perdure ici ou dans l'au-delà, et que ça rassurait les gens. Et là-dessus, il y avait un type qui dialoguait, qui était censé dialoguer avec nous, mais qui était dans l'opposition, qui s'appelle Jacques Le Fou, et qui est venu me dire, Monsieur Delavier, des méta-analyses prouvent que les croyances en Dieu n'atténuent pas l'angoisse de la mort. Ce sont des méta-analyses, vous avez tort. Alors, j'étais là, je dis, bon, c'est pas ce que j'ai vécu, parce que j'ai vécu moi-même, pas ma mort, parce que je ne serais pas là, bien sûr, mais la mort de mes proches et la mort de mes amis. Hein. Donc j'ai vécu, bien sûr, plus on vieillit, plus on vit, on rencontre de gens qui sont morts, de gens qui ne sont plus en vie maintenant. Hein. C'est la vie, bien sûr, hein, il n'en restera qu'un, moi. Et évidemment, j'ai vu ces gens souffrir dans de terribles angoisses, et j'ai vu que les gens qui étaient croyants avaient, alors c'était ma vue, ma vision à moi, hein, mais c'est connu, hein, il n'y a pas, on dit, il y a la blague qui dit, il n'y a pas d'athée sous les bombes où tout le monde prie sous les bombes. C'est une blague, mais c'est un peu vrai. Hein. Même les gens qui disent qu'ils ne croient pas continuent à prier dans la religion de leurs ancêtres, en espérant que cela puisse marcher. Donc la mort, la religiosité, la croyance en la mort, en une force au-dessus de toi, en un Dieu, et peut-être la survie de l'esprit te permet d'affronter la mort, et la mort inéluctable quand tu es très malade. Hein. J'avais des amis qui étaient à l'hôpital, amis russes, hein, que j'allais voir, qui était atteint d'un cancer, Valera, qui était mon photographe, que j'avais logé chez moi quand il faisait ses soins. Donc les gens lui rapportaient de l'eau bénite de Jérusalem, et ça lui faisait du bien, même si on savait tous qu'il allait mourir. Hein. Il se raccrochait à ça pour peut-être vivre un miracle. Donc ça lui enlevait les angoisses de la mort, hein, sans l'empêcher de mourir, bien sûr, mais ça le calmait. Donc, d'après ce que j'avais vécu, je trouvais que ce monsieur avait tort. Mais malheureusement, il nous parlait de méta-analyse. Eh bien, il n'y a pas de méta-analyse sur ce sujet, puisque ma communauté, qui est une communauté de gens très gentils, de sceptiques et de croyants aussi, c'est-à-dire qu'ils écoutent, ils croient ce qu'on leur dit, puis ils vont vérifier, mais sans être critiques méchants, sans penser tout le temps à s'opposer. Et voilà ce que m'a renvoyé une personne. Il est allé vérifier, alors après j'ai vérifié un peu, j'ai vu ça. Salut Fredo, dans ta discussion récente avec Jacques Le Fou, il dit qu'il y a des études et qu'on sait que la religion ne diminue pas la peur de mourir. Je l'ai trouvé très affirmatif, alors je suis allé vérifier la littérature scientifique et c'est beaucoup plus nuancé, bah oui, bien sûr, que ça. Certaines études disent que la religion aide, d'autres que non. Dans l'ensemble, ça dépend du degré de religiosité. En gros, plus tu y crois, plus ça diminue l'angoisse de la mort. Donc la religiosité, hein, la croyance en Dieu, bien sûr, bah, t'enlève les angoisses de la mort. C'est connu depuis la nuit des temps, autrement ça ne durerait pas. En gros, plus tu y crois, plus ça diminue l'angoisse de la mort. Mais quand tu doutes, en effet, cela augmente plus l'anxiété que chez quelqu'un d'athée. Donc bon, si tu es sûr que c'est athée, bah, tu vis pleinement. Hein, et si tu ne sais pas, tu as peur. Et quand tu es religieux, bah, tu es religieux. En fin de compte, on peut dépasser ça, bien sûr, avec bien sûr ce que je vous explique dans l'éveil. Et puis maintenant, ce qui est énoncé aussi, je suis content, tous les organismes qui s'occupent de la compréhension, de l'apparition de la vie dans le monde, comme SETI, hein, où les chercheurs en arrivent à la même conclusion que moi sur ce que nous sommes et d'où vient notre spiritualité. Et je suis très content pour ça. Donc voilà, cela dépend aussi des paramètres. Par exemple, la croyance en l'au-delà abaisse l'anxiété et celle de l'âme peut l'augmenter. Ben, bien sûr, si tu as peur que ton âme reste dans les ténèbres ou soit punie, c'est un problème. Hein, voilà. Cela dépend aussi des paramètres. Voilà, par exemple, la croyance en l'au-delà est un meilleur impact sur. Cela dépend aussi des paramètres. Par exemple, la croyance en l'au-delà abaisse l'anxiété et celle de l'âme peut. Je cherche parce que peut l'augmenter. Cela dépend des pays. Les études en Palestine montrent un meilleur impact de la religion qu'au Danemark. Alors oui, un meilleur impact de la religion qu'au Danemark. C'est très intéressant de voir que, en fonction de l'endroit où la religiosité est pratiquée, c'est sûr qu'en Palestine,
les hommes s'abritent derrière la religion dans des conditions extrêmement dures, il ne leur reste que ça, en fin de compte. Hein. Et c'est quelque chose qui leur permet de vivre dans des conditions très dures, et y croire fermement leur permet de supporter un monde difficile. Alors qu'au Danemark, moi qui connais bien le Danemark, la religiosité est là en permanence, puisque c'est un pays qui a été christianisé relativement récemment, et par la force, hein, et par les armes. Hein. Ce sont des tribus vikings qui se sont affrontées, et bien sûr, pour faire valoir leurs intérêts, certaines se sont christianisées et sont allées imposer la religion. En vérité, c'est imposer leur suprématie économique et politique. Et ça s'est passé par les armes. Mais bon, le Danemark a une tradition extrêmement violente, hein, ce territoire. C'est un sous-sol du Danemark est un véritable charnier, hein, depuis le néolithique. Hein. Donc c'est important de savoir que l'association de la religion catholique à la religion, l'association de la religion, que la religion catholique est associée à la violence et pas du tout forcément à la parole du Christ. Alors c'est la parole du Christ, mais on sait que derrière elle a été imposée d'une façon extrêmement violente, et il reste toujours les anciennes religions, hein, païennes, hein, germaniques, qui sont là et qui sous-tendent ce pays. Hein. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de... même s'il y a beaucoup de fêtes, par exemple, Halloween est extrêmement marqué, Halloween au Danemark, hein, et la religion catholique est souvent associée à la violence de ceux qui l'ont imposée, et un peu présenté comme des fois un mensonge, bien que l'ensemble du pays soit particulièrement chrétien. Hein. Il y a un fond chrétien, il y a des églises partout, mais il y a un doute, hein, derrière cette religion. Mais c'est parce qu'elle s'est imposée de cette façon, et en plus, tu as le milieu, un froid, avec la dépression saisonnière due au manque de luminosité au Danemark, qui joue énormément sur l'angoisse de l'avenir. Alors l'angoisse de l'avenir et l'angoisse de la mort qui est liée à l'hiver, que nous n'avons pas, bien sûr, en Palestine. Donc c'est des endroits qu'on peut opposer. Hein. Donc c'est très intéressant de comprendre que ces deux substrats différents sur lesquels les religions se sont développées. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de méta-analyse. Hein. Il y a monsieur Jacques Le Fou, assorti devant tout le monde, il y a des méta-analyses, me faisant passer pour quelqu'un qui avait tort, donc s'abritant derrière la méta-analyse avec une certaine sûreté, monsieur Delavier des méta-analyses, eh bien, il n'y a pas de méta-analyse. Voilà. Alors, on peut revenir aussi là-dessus sur la façon, ce sont des zététiciens, hein, c'est marrant à voir, dont Jake Hanfitt avait voulu imposer le dos rond comme méthode allant remplacer le dos droit en soulevé de terre. Il est reparti la queue entre les jambes, bien sûr, hein, puisqu'on sait très bien que tout ce qu'il a raconté est con, mais il avait osé sur cette chaîne encore, hein, dire devant tout le monde, d'ailleurs, c'est l'avenir, et d'ailleurs, la médecine du travail suisse, maintenant, impose le dos rond et en fait la promotion dans ses formations. Et je dis, mais tu es dingue, je suis allé vérifier, il n'y a absolument pas. La médecine du travail suisse, qui n'est pas une médecine du travail suisse, mais plutôt une médecine cantonale, qui est, enfin, qui est déléguée à des organismes privés, d'ailleurs, hein, mais reconnus par les cantons, hein, ne fait absolument pas la promotion du dos rond, et elle fait la promotion du dos droit comme moi. Donc j'ai encore raison, ce qui les énerve, mais comme ils se mettent à plusieurs sur moi et disent que j'ai tort, bah, les moutons vont croire que j'ai tort alors que j'ai raison. Ils n'avaient qu'à aller voir les analyses, hein, de tout ça. Hein. Ils allaient voir que les analyses, les recherches scientifiques et les publications scientifiques pour voir que les publications scientifiques ou les analyses, soit les publications scientifiques n'existent pas, soit elles ne disent absolument pas ce qu'ils veulent qu'elles disent. Hein. C'est de la même façon que Thomas Durand avait voulu, pour cette histoire de dos rond, c'est pour vous montrer comment fonctionne la zététique, méfiez-vous de monsieur Delavier. D'ailleurs, ce qu'il dit n'est pas si juste que ça. Regardez cette analyse qui prouve le contraire. Alors, c'était une analyse, une recherche, une étude scientifique sur le dos, la position du dos en portée, et
elle faisait, je ne sais pas, 30 pages. J'avais la flemme d'aller regarder puisque je sais déjà la réponse d'avance, puisque c'est mon métier depuis des années et je connais la mécanique et la biomécanique. Mais mes petits poussins, comme on les appelle, hein, mes amis, ma communauté, qui est une communauté de gens éclairés, sont allés voir, ont lu et m'ont dit, mais Fred, il ne dit absolument pas ça. Et l'analyse, la recherche, hein, la publication scientifique disait que avec des charges légères ou modérées, il y avait peu de risques, hein, s'il n'y avait pas de pathologie au niveau du rachis lombaire, hein, mais que ça devenait critique en charge lourde. Donc ça reprenait exactement ce que je disais. Donc M. Thomas Durand était venu pour s'opposer à moi avec une étude scientifique qui concluait exactement comme moi. Mais comme personne n'allait lire la recherche scientifique, ou croyait-il n'allait la lire, bah, évidemment, on avait la capacité de la lire, parce que c'est assez complexe à lire, et puis assez chiant en plus, et souvent inintéressant au passage. Bah, la plupart des gens pensaient qu'ils s'appuyaient sur une étude scientifique. Malheureusement, là, on était dans le cas extrême, c'est que l'étude scientifique pour s'opposer à moi était une étude qui disait la même chose que ce que je disais. Donc c'était absolument ridicule. Alors on peut faire aussi, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que disent les études, hein. On peut faire aussi, les études d'abord peuvent dire des conneries, mais elles peuvent aussi être détournées, comme a fait Jake Confit, on peut détourner l'étude pour en tirer des conclusions complètement fausses. Par exemple, Jake Confit avait pris 2 études réelles sur des groupes qui ont soulevé, qui ont été suivis plusieurs années, des poids de 11, alors c'est pas 11 kilos, c'est 11 kilos et quelques, puis ça doit être en livres, hein, et 14 kilos, l'un avec des étudiants et l'autre avec des ouvriers d'usine, et ils avaient indiqué que bon, il y en avait un groupe qui portait comme il voulait un peu de rond et l'autre en position de sécurité, et ils s'étaient aperçus que à 11 et 14 kilos, quand les gars portaient plutôt de rond, il y avait un renforcement des muscles lombaires et un renforcement, un épaississement un peu des muscles lombaires et un épaississement un peu de toute la zone lombaire, qui sont les fascias, les ligaments, et un peu un épaississement du disque. Mais bien sûr, c'est 11 et 14 kilos sur des individus en bonne santé qui font un travail répétitif qui n'a rien à voir avec des charges lourdes au soulevé de terre ou au squat, comme je l'explique. Donc tirer d'une analyse de 11 à 14 kilos d'oron, ce qui ne pose absolument pas de problème, hein, ce sont en effet pour aller chercher des choses au sol, une conclusion que monter progressivement en charge ou le faire progressivement permet de se renforcer et de monter sur des charges très lourdes, de rond, c'est-à-dire le rachis lombaire arrondi, est une folie qui va entraîner de graves accidents. Donc tu ne peux pas tirer la conclusion à 11 et 14 kilos sur des charges qui vont monter jusqu'à 500 kilos pour les plus forts du monde et qui sont aux alentours des 200-300 pour la majorité des champions du power en fonction des catégories, tu vois. Donc on est dans la dinguerie, donc on va aller chercher 2 études et leur faire, qui sont justes d'ailleurs, et aller en tirer des conclusions complètement fausses, puisque la résistance des matériaux et la structure du dos, hein, ne peut, à un moment, va être limitée, hein, et ne pourra plus supporter l'arrondissement. Il n'y aura pas de blocage osseux, et la résistance des ligaments, du disque intervertébral et des muscles va être poussée au maximum, et ça va casser, hein, puisque ce n'est pas fait pour résister à des charges énormes. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir la colonne vertébrale dans une position la plus droite possible, en évitant l'arrondissement, pour éviter un étirement excessif, mais ça s'étire bien sûr, ça s'arrondit avec des charges extrêmes, mais pour éviter des accidents graves. Donc c'était encore des folies furieuses que l'on peut rencontrer chez ces gens-là. Alors, chez ces gens-là, quand tu argumentes, moi j'étaye toujours ce que je dis, alors j'ai l'opposition de Monsieur Delavier, nous n'avons pas la capacité, c'est une belle histoire, de savoir si ce que vous dites est juste et vrai. Vous nous montrez à millefeuille argumentatif qu'il est impossible de débunker ou de contredire. Ben, bien sûr, il est impossible de le contredire. J'ai argumenté avec des choses réelles. Tu n'as pas le temps d'aller vérifier, mais c'est réel, hein. Et en plus, tu n'as pas la capacité intellectuelle
de pouvoir le comprendre parce que tu es bête, tout simplement, et tu n'as pas mon niveau. Et moi, pourtant, j'ai essayé de te l'expliquer simplement. Donc tu dis, c'est un millefeuille argumentatif, ça ne prouve pas que c'est juste. C'est comme si un mathématicien te montre une équation, il peut te sortir n'importe quoi. Villani, que j'aime bien, te sort une équation, il va dire, voilà, il y a ci, ça. Ah, tu vas lui dire, c'est un millefeuille, il va t'en sortir 10, et dire c'est un millefeuille argumentatif, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Mais non, c'est toi qui n'as pas compris parce que tu n'as pas le niveau. Il faut encore que tu aies un minimum de niveau. Et des fois, tu ne veux même pas avoir le niveau. C'est un problème. Alors, une dernière chose qu'on a avec ces Français qui s'opposent, parce que c'est toujours très intéressant de comprendre la façon dont le français s'oppose. J'ai expliqué que les notions de temps dans le langage étaient le propre de l'homme, c'est-à-dire que nous sommes les seuls êtres vivants sur Terre, avec un peu l'éléphant, mais d'une façon moins prononcée, qui sont capables d'exprimer le futur et le passé, c'est-à-dire de dire je vais, je viens, je serai, et j'étais, et je t'aime, je t'ai aimé, et je t'aimerai. Ce que les chiens, ce que les chimpanzés ne disent pas. Mais ils sont capables de préméditer des actions, c'est-à-dire de penser au passé, de penser au futur, et de calculer par préméditation des actions, des fois extrêmement complexes, de calculer ce qu'ils vont faire, donc de préméditer des futurs possibles. C'est très important de le comprendre, mais ils ne l'expriment pas. Et là, j'ai un autre abruti sur cette chaîne, alors j'explique ça, qui revient après, donc il avait les oreilles bouchées, il dit « Monsieur Delavier, vous avez tort ». D'ailleurs, et on a vu que des guenons préméditaient des actions, et elles allaient prendre une banane, elles voyaient qu'il y avait des bananes, elles faisaient comme si elles ne l'avaient pas trouvée en attendant que le groupe repart pour aller la rechercher. Mais j'ai dit, mais tu viens t'opposer à moi avec ce que je te dis. Je te dis blanc, tu me dis non, c'est blanc. Je te dirais noir, tu me dirais non, c'est noir. Je viens de te dire que les animaux sont capables de préméditation et d'actions complexes. Ils ne sont pas capables de l'exprimer. Alors il n'était pas content, il est parti en hochant la tête, en feignant le mépris, il n'avait qu'un mépris pour sa bêtise en fin de compte. Mais comme ils sont tous à se mettre contre toi, les gens croient qu'ils ont raison, mais ils ont tort. C'est tout simplement que ce sont des gens qui veulent s'opposer et qui n'ont pas un niveau pour être capables de contredire ce que je dis, puisqu'ils sont dans la contradiction. Ils devraient dire oui, c'est intéressant, et après vérifier. Comme j'ai vérifié avec Jacques Le Fou, j'ai dit ah bon, c'est intéressant, et je vous ai montré qu'en fin de compte, je suis allé vérifier, ou bien c'est plutôt pas moi, c'est les gens qui me suivent et qui sont sympas, sont allés vérifier pour me dire mais non, c'est faux. Moi-même, après, je suis allé retourner, et j'ai vu qu'il y avait sur Internet, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de méta-analyse là-dessus, mais je me disais bien sûr qu'il avait tort, bien sûr, mais au début, il y a des méta-analyses sur ça, dire toute ma vision du monde est transformée, alors ben non, il avait tort, c'était pour s'imposer et essayer de faire valoir son obsession qu'il a contre la religion. Je ne te dis pas d'être religieux, je ne suis moi-même absolument pas, mais ta haine de la religion fait que tu en deviens absolument plus scientifique et logique. Voilà, c'est très intéressant de le comprendre. Alors, oui, pareil, l'autre abruti qui était là, qui me dit d'ailleurs, monsieur Delavier, Coco le gorille, alors c'est Coco la guenon d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai dit non, Coco la gorille. Mais bon, a des notions de temps dans son langage, vous avez tort. J'ai dit non, elle n'en a pas. Alors non, elle n'en a pas parce que j'ai étudié Coco la gorille, je me suis tapé tous ses films et me suis tapé les études scientifiques qui étaient sur les études, les analyses, mais scientifiques comme on veut, sur Coco la gorille. Et là, tu t'aperçois que Coco la gorille n'a absolument pas de notion de temps dans son langage. Elle a un vocabulaire très développé, avec un peu une espèce de langue des signes qui a été un peu améliorée, comme celle des sourds et muets, qu'elle a réussi à apprendre et elle peut communiquer et dire qu'elle est triste, je suis malheureux, j'ai faim, triste, maman pas là, oui, sa mère est morte, mais elle ne dit pas j'étais là-bas, si tu veux. Elle ne verbalise pas, tu comprends? Et elle n'a aucune notion de temps. Alors ça a été en plus attaqué parce que ça a été un peu exagéré, donc ils ont eu des études qui ont un peu attaqué ceux qui avaient éduqué Coco la gorille en disant qu'ils avaient un peu exagéré. Oui, ils ont un peu exagéré les capacités intellectuelles et cognitives de
Coco Lagori. Ceci dit, Coco Lagori, c'est quand même quelque chose de très... c'est quand même un être très intelligent qui est quand même capable de beaucoup de réflexion et de préméditation et de penser au passé, bien sûr, mais elle ne l'exprime pas. Donc, ce monsieur qui m'attaquait n'avait pas étudié Coco Lagori, et Coco Lagori, je l'avais étudié, j'en avais parlé dans l'éveil des consciences, un petit passage, je crois, où j'en parle, hein. De toute façon, j'avais fait des vidéos là-dessus déjà avant, où je vous parlais de Coco Lagori, mais ça fait très longtemps, puisque ma chaîne, elle a 10 ans, 12 ans, je ne sais même plus combien elle a, donc c'était des sujets qui m'intéressent. Donc on arrive tout le temps à des gens qui veulent s'opposer, mais qui n'en ont pas les moyens intellectuels, et en plus, qui n'ont pas derrière les véritables recherche, c'est-à-dire que vous pouvez argumenter en sortant aux gens telle recherche d'ici ou telle statistique dit ça, rassurez-vous, ils n'iront pas vérifier, ça vous permettra de briller en société. Manque de peau, il y a des gens qui peuvent aller vérifier, ben, ces gens sont des menteurs. Alors, une seule chose qu'il y a à faire, quand vous avez affaire à des menteurs, ben, on ne peut pas discuter avec. Il n'y a pas possibilité de s'exprimer et d'avoir une discussion intelligente et enrichissante avec des menteurs, puisque le but d'un menteur, ben, c'est de mentir pour s'imposer. Hein, et il n'est plus dans la logique de la discussion pour faire avancer les choses, il veut simplement s'opposer, te bloquer. Donc tu ne peux rien faire, c'est un zététicien. Le zététicien, tu le mets sur le côté, bah, car c'est un menteur en général qui utilise les sources, les sciences, uniquement pour bloquer un individu sans même connaître ses sources, hein, sans avoir même lu les études scientifiques, parce que la plupart du temps, il n'en a pas les moyens. Hein. C'est tout. C'est quelque chose de très drôle. Ils vont vous mettre des sources, ils vont vous mettre des études scientifiques. Hein. Pour terminer, je pourrais même vous passer quelque chose d'extrêmement drôle. On va le faire à la fin quand même, parce que ça vaut le coup. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire rire, si ça ne vous fait pas pleurer, sur la zététique, pour que vous compreniez enfin la zététique. Alors je vais le mettre à fond. C'est qu'il faut faire bien attention à sa morphologie. On va la remettre, parce que ceux qui sont sur ma chaîne n'ont pas forcément vu. Voilà comment on parle d'études scientifiques, alors qu'ils disent n'importe quoi, et que des études scientifiques prouvent justement qu'ils ont tort. Allez, on la met ? Ce que dit Delavier, c'est qu'il faut faire bien attention à sa morphologie, parce que c'est à cause de sa morphologie qu'on va pouvoir avoir plus de certaines blessures, alors que ça n'est pas supporté par la littérature. Il n'y a absolument rien qui appuie ça. Il y a des données, et les données ne mettent jamais en avant la morphologie. Il n'y a personne qui veut dire, écoute Frédéric, je suis désolé, mais là, c'est toi avant qu'il y a des trucs. Aux États-Unis, un laboratoire de recherche a tenté de quantifier tout ça. Ils ont mesuré la vitesse des changements de direction. Conclusion, les joueurs de petite taille ont tendance à changer de direction environ 8% plus vite que les grands. Le risque aussi, c'est qu'un joueur très grand ne puisse plus jouer, qu'il se blesse. C'est ce qui est arrivé au célèbre joueur chinois Yao Ming, 2,29 m. Il est remarqué pour son talent fou, mais aussi ses blessures à répétition, qui l'obligent finalement à stopper sa carrière. Plus largement, tout ça a contraint beaucoup de seven-footers à des choix de carrière limités. Voilà, nous avons la science. Donc, ces gens avec un aplomb pas possible vous disent « Monsieur Delavier a tort, aucune étude ne prouve. » Et puis moi, je t'apporte une étude, je dis « Mais non, il y a des études qui prouvent que la morphologie a une influence sur les risques de blessure. » De toute façon, c'est le bon sens. Hein. T'imagines bien que si au développé couché, tu as un numérus beaucoup plus long et une cage, un numérus, des bras assez longs et une cage toute plate, quand tu vas descendre pour toucher la barre sur la poitrine, comme on fait pour le championnat, il faut toucher la barre sur la poitrine. Si tu as une cage plate et des grands bras, tu vas étirer ton pectoral à fond, hein, et avec des charges énormes, ça va péter, puisque les propriétés élastiques du muscle ne sont pas indéfinies, ça ne s'étend pas d'une façon indéfinie. Donc tu risques de déchirer ton muscle. Et si tu as une cage épaisse et des bras courts, bah, évidemment, c'est un truc de bonnet de connaître ça, c'est de la mécanique de base pour idiots, si tu veux. Ben, eux-mêmes ne le comprennent pas. Hein. Donc, si tu as une cage épaisse et des bras courts, ben, si tu descends en championnat, hein, ben, tu ne vas pas avoir beaucoup d'étirements du pec et tu ne risques pas de te blesser, même avec des charges lourdes. C'est pour ça que les champions, c'est de morphologie. Donc, la morphologie a une influence sur le risque de blessure. Donc, se foutre de ma gueule à ce niveau-là, alors que je rapporte même des études scientifiques. Ils auraient dû s'excuser, faire une vidéo d'excuses, monsieur Delavier, et à cause de ça,
ben, ils m'ont attaqué. Donc, vous voyez ce que c'est que la zététique. La zététique, c'est le Moyen-Âge, c'est-à-dire, c'est des gens qui vous font croire que des études scientifiques prouvent le contraire, alors qu'il n'y en a pas, et que M. Delavier n'a pas d'études scientifiques, ça pourrait être moi ou un autre, bien sûr, alors que je vous apporte des études scientifiques prouvant qu'ils ont tort. Mais jamais, ils auraient dû dire, ah, excusez-moi, on est en discussion entre honnêtes hommes, je me suis trompé, pardonnez-moi, M. Delavier, d'avoir eu tort. Non, vous n'avez pas de méthode. J'ai une méthode, mais on ne peut pas dire ce que vous dites est juste, et on ne peut pas dire que ce que vous dites est vrai. Nous ne savons pas. Et ça, c'est l'excuse. Donc, si tu ne sais pas, tu ne parles pas, hein, tu ne t'exprimes pas. Il faut t'exprimer quand tu peux faire avancer les choses. Donc, ou tu confirmes, ou tu infirmes, mais tu ne vas pas dire on ne sait pas. Hein. C'est pas intéressant à ce moment-là. Tu vois, quand tu ne sais pas, tu écoutes religieusement. Religieusement. Hein, voilà. Ils ne sont pas religieux. D'ailleurs, moi non plus. Allez, petite vidéo terminée. Paix sur terre et je vous aime tous.